Dimanche 10 février 2019, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari. Les commerçants du marché Haboutagui de Yantala ont un nouveau bureau qui va défendre leurs intérêts. Ce bureau de 15 membres a été présenté ce dimanche au cours d'une cérémonie dans le dit marché. Cette nouvelle équipe a un mandat de 5 ans. Précision Abdrazak Hamidou Léo et Sadou Domi. C'est un bureau de 15 membres que viennent de mettre en place les commerçants du marché Haboutagui. Ce bureau, qui voit son ancien président reconduit pour un autre mandat de 5 ans, aura la lourde tâche de veiller sur les intérêts des siens. J'ai des sentiments de joie, de grandeur et amical aussi. Parce qu'il y a une raison fondamentale pourquoi je suis heureux aujourd'hui. Parce qu'on n'a jamais mis ce genre de bureau. Parce qu'on a amené un huissier de justice pour témoigner la mise en place de notre bureau. Et on a invité aussi les syndicats, même l'association des commerçants, des délégués. Il a fait une forte délégation pour assister à notre mise en place. Vraiment, je suis heureux et je suis tellement content. Et je souhaite que vraiment dans l'avenir, que nous faisons des activités énormes, même efficaces par rapport à ce marché-là, pour développer le marché Haboutagui. Vu les difficultés que subsistent les commerçants d'une manière générale, vu les difficultés que rencontre le marché de Yantala en particulier, les rôles que peuvent jouer les délégués d'une manière générale, vu la nécessité de l'amélioration des conditions de vie de tous les commerçants de Yantala. Article 1. La majorité des commerçants prennent une vision commune à Yantala. Article 2. En définitive, la mise en place d'un bon et unique bureau est faite par les commerçants de Yantala. Article 3. Ce bureau compétent va réagir au nom de tous les commerçants à tous les niveaux, à l'interne et à l'externe. La mise en place de ce bureau s'est déroulée en présence d'invités, notamment le délégué des commerçants du grand marché, mais aussi du gérant du marché Haboutagui et d'un huissier de justice pour garantir la transparence. Je rappelle que l'huissier de justice, en tant qu'officier ministériel, présente toutes les garanties d'honnêteté et de compétences professionnelles pour veiller à la régularité d'une telle opération. Donc je constate qu'un bureau a été mis en place et de façon consensuelle, en ce que les membres ont été élus par acclamation. Le bureau il est composé de 15 membres, donc, dont le président à la personne de Aladji Hassan Guédouba. Donc je constate également que les opérations sont déroulées dans le calme, dans la sérénité. Il n'y a pas eu d'opposition. Donc je souhaite au bureau bon vent par rapport à la nouvelle fonction qui lui est assignée. Au cours de cette cérémonie de présentation du bureau, plusieurs mots ont été prononcés, à l'image de celui de l'un des délégués qui a appelé à l'union pour voir prospérer le marché Haboutagui. Aujourd'hui, 10 février 2019, cela fait 4 ans que la région de Difa est sous état d'urgence instauré le 10 février 2015, soit 4 jours après les premières attaques de Boko Haram le 6 février 2015. À cette occasion, un collectif des organisations de la société civile au titre de cette région a rendu public une déclaration ce dimanche. Dans celle-ci, ce collectif a adressé un bilan pas positif de cette mesure. Précision avec Nassar Dantoufou. Cette déclaration du collectif des organisations de la société civile de la région de Difa intervient juste 4 ans après l'introduction de l'état d'urgence dans la région de Difa le 10 février 2015 suite aux attaques de Boko Haram. Selon les signataires de cette déclaration, l'état d'urgence a engendré des conséquences néfastes sur les activités socio-économiques, une situation qui a amené ces collectifs d'exiger des autorités de renforcer les mesures sécuritaires dans la région de Difa afin de protéger les populations et leurs biens, d'augmenter de façon substantielle l'aide humanitaire
accordés aux populations en rapport avec les partenaires techniques et financiers, de procéder à une évaluation objective de la mesure d'état d'urgence en vigueur dans la région de Difa depuis février 2015, de procéder à la levée pure et simple de l'état d'urgence ainsi que toutes les autres mesures restrictives liées à l'état d'urgence, de renforcer et intensifier la patrouille urbaine dans les villes, de lever toutes les barricades qui sont dans la ville de Difa afin de rendre fluide la circulation, de tout faire pour amener tous les otages retenus par le groupe Boko Haram, notamment les femmes et enfants enlevés de Ingalewa, les femmes enlevées sur la route de Ngingimi, ainsi que celles enlevées dernièrement près de Toumour. La reprise des travaux de bitumage de la route Difa-Ngingimi frontière Tchad pour permettre la création d'emplois aux jeunes et désenclavement de la ville de Ngingimi qui étouffe économiquement du fait de l'arrêt des travaux de cette route, de trouver des perspectives d'intégration économique des jeunes par la création d'emplois à ces jeunes désœuvrés. Enfin, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme de Difa interpelle le député de la région de Difa et les exhorte à continuer à faire le plaidoyer auprès du gouvernement sur la situation qui prévaut à Difa en vue d'alléger les mesures de restriction. Le collectif interpelle les élus locaux et les chefs traditionnels de la région de Difa à sortir de leur mutisme sur la situation que vivent leurs populations, apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur mission quotidienne de la défense de l'intégrité du territoire et protection des personnes et de leurs biens. Retour ici à Niamey et c'est pour nous intéresser cette fois-ci aux travaux de la voie express en cours à Niamey. Des travaux qui causent beaucoup de désagréments aux usagers mais aussi aux riverains. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Depuis le début de ces travaux de la construction de la voie express, force est de constater que beaucoup d'activités économiques tournent au ralenti. À l'exemple de cet atelier de peinture, son responsable réagit à ces termes. Le désagrément que nous voyons, elle est vivante, on le sent, c'est un constat tout à fait réel, puisque c'est une bonne chose que la voie est en voie d'être refaite, mais nous qui sommes les usagers qui exploitons la façade pour nos petites activités, nous sommes vraiment coincés. C'est là qui fait que depuis qu'ils ont commencé les travaux, et c'était un blocage pour nous total. Et l'accès même à l'endroit n'est pas facile. Et vu aussi que c'est pas facile, c'est pas du tout aussi facile aux clients de nous aborder. Donc c'est un constat réel et vraiment on est coincé par rapport à ces travaux qui, si Dieu le veut, nous savons que ça va finir bientôt, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Mais le constat réel est là, ça ne marche pas du tout. C'est difficile vraiment à supporter, très très difficile à supporter, mais on est obligé de faire avec, comme c'est pour arranger. Bon, on va se passer peut-être d'ici peu, ça va finir, mais ça avance même un peu là, c'est là vraiment l'avancement des travaux par rapport à ce qu'ils ont dit avant. Bon, ça nous cause vraiment trop de problèmes. Parce qu'il faut garer à 100 mètres, 200 mètres pour venir à une boutique. Vous voyez comment ça se passe. Conscients de l'utilité de ces travaux, les usagers, eux, apprécient l'initiative. L'arrangement, on est obligé d'accepter, ben, ça va passer. Une fois ça sera fini, ça sera bien et puis on va bien rouler. Donc, on ne peut que se patienter, c'est comme ça. C'est les travaux, il faut toujours garder pour arranger. Ça reste... et puis tous les pays ont grandi comme ça, on évolue comme ça, vous voyez, non? Là, quand ça sera fini, bon, vraiment ça va être joli et ça va être facile la circulation, ça sera vraiment lucide. Comme on le veut, bon, on va se présenter, ça va venir d'ici peu. Cependant, les autorités en charge doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne marche de ces travaux, afin de les achever dans un meilleur délai à la satisfaction de tous. Du sport dans cette édition, et c'est pour parler de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des juniors CAN Total U20, donc dont le Niger abrite. Et vous le savez, le Niger a quitté cette compétition après 3 matchs, dont 2 nuls et une défaite contre le Nigeria. Voyons donc la participation du Niger à cette édition dans ce reportage signé Ibrahim Tikiri. 2 nuls, une défaite, c'est le bilan du MENA Junior à la 21e édition de la CAN U20
dont notre pays abrite depuis le 2 février dernier. Un bilan qui met fin à un rêve de tout un peuple, celui de voir son équipe en demi-finale, synonyme d'une qualification au mondial prévu en Pologne. Mais à la lumière des matchs joués par le MENA, plusieurs enseignements se dégagent. Pour beaucoup d'observateurs, le MENA a pêché dans les derniers instants de jeu, notamment le choix tactique du staff technique. C'est une déception totale pour tous les Nigériens, parce que l'équipe, on nous a tellement flatté l'équipe, mais ce ne sont pas le résultat que nous attendons qu'ils nous ont donné. Donc vraiment c'était une déception totale. Parce qu'aujourd'hui, cette coupe-là, ça va continuer sans le pays d'accueil. Ça veut dire que les stades, même avec le temps, les stades sera vide, n'est-ce pas? Et nous étions déçus d'abord, même avant même le match du Nigeria, l'avant-dernier match, c'est là où même la déception était totale. Mais c'est grave pour le Niger. C'est très grave. Un pays organisateur qui n'arrive même pas à avoir une seule victoire. Et comment vous trouvez ça, vous? En tout cas, il faut reprendre l'équipe. Il faut tout revoir. Les jeunes, bien qu'on puisse les encourager, il faut les garder. Il faut les garder, c'est vrai. Mais il faut vraiment connaître un train de haut niveau. Au terme de son parcours à cette CAN, le MENA Junior quitte la compétition avec beaucoup de regrets. Joseph Antoine Bell juge l'équipe nigérienne. Vous avez le défaut de la qualité, c'est-à-dire si vous êtes surexcité, très enthousiaste, vous perdez forcément en lucidité. Et donc maintenant, pour la suite, il va leur falloir trouver l'équilibre entre l'enthousiasme et la lucidité, entre l'amalgame entre la technique et le physique, et ne pas penser que par la force tout peut passer. L'amertume, la déception, c'est le sentiment qui anime la majorité des supporters nigériens. À la barre, le coach Soumela Tchamogo. Et surtout la maturité qui a prévalu. Donc les joueurs n'ont pas démérité sur le terrain, tant techniquement que tactiquement. C'est donc fini pour le 11 national junior nigérien dans cette CAN. Le Niger, pays organisateur, n'a pas certes atteint ses objectifs sur le plan sportif, mais place à tirer les leçons de cette élimination. L'un dans l'autre, il appartiendra désormais aux dirigeants, autorités politiques, à créer les conditions afin que ce noyau du MENA U20 constitue l'ossature du MENA Senior pour les prochaines échéances. Au public, coup de chapeau, car à chaque sortie du MENA, il a répondu massivement. Ce qui nous amène à notre invité du dimanche, et sur ce plateau nous recevons le secrétaire général de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, M. Suleiman Mohamed Ganoua. Bonsoir, M. Suleiman. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez là sur ce plateau il y a à peu près un mois pour parler des préparatifs de cette CAN, et aujourd'hui vous revenez, c'est pour faire un peu le point, notamment la participation du Niger à cette édition, et vous avez suivi cet élément qui vient de passer, et d'une manière, vous connaissez justement vous, quel est le bilan dont vous direz par rapport à cette participation du Niger à la CAN? Oui, je voudrais tout d'abord remercier encore une fois la radio-télévision Labari qui nous donne l'opportunité encore d'édifier l'opinion sur un certain nombre de questions qui sont hautement intéressantes. Je voudrais tout d'abord, vraiment au nom de la Fédération nigérienne de football, présenter humblement toutes nos excuses à la nation nigérienne, au public sportif, à l'opinion sportive, pour avoir failli, pour ne pas avoir pu vraiment qualifier notre pays à la prochaine Coupe du Monde. C'était un contrat moral qu'on avait avec le public, avec nous-mêmes, pour que cette équipe U20, que nous l'amenions à la Coupe du Monde Pologne 2019. Malheureusement, pour un certain nombre de faits, cela n'a pas pu être possible. Nous assumons complètement, et actuellement même où je vous parle, nous sommes en train de faire notre introspection, notre autocritique pour voir véritablement ce qui n'a pas marché et ce qui a fait que nous n'avons pas pu donc avoir un résultat à la hauteur de nos espérances. C'est vrai, on a fait 2 matchs nuls et une défaite. Et franchement, nous sommes déçus, nous sommes désolés.
Et d'autant plus que si vous revoyez un peu les contextes où ces deux matchs nuls étaient arrivés, par exemple, il y a vraiment de quoi être très 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 dessus. On a toujours mené la barque, on a ouvert le score, on a mené au score contre l'Afrique du Sud, on s'est fait rattraper après une erreur, le score final 1-1. Contre le Burundi, le scénario a été pire, on menait 3-1, on s'est fait rattraper à un quart d'heure de la fin, 3-3. Et je crois qu'il ne faut pas chercher loin vraiment les raisons de notre élimination. Avant même le match contre le Nigeria, nous avons laissé passer notre chance. Si on avait pu sauvegarder nos deux victoires qui nous tendaient les bras contre l'Afrique du Sud et contre le Burundi, je crois que le match contre le Nigeria allait compter pour du beurre. Donc malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais nous ne sommes pas le genre quand même à se laisser abattre par la défaite. Et les jeunes, je crois qu'ils ont fait le maximum que l'on pouvait attendre d'eux. Oui, sinon, qu'est-ce qui n'a pas du tout marché au sein de cette formation? Au sein de cette formation, je crois que peut-être qu'il faut se poser la question. Encore une fois, je l'ai dit, actuellement, nous sommes en train de faire notre intro-inspection. Peut-être que la campagne de matchs amicaux nous a un peu endormis. Parce que vous vous rappelez qu'on a fait quand même une très belle campagne avec des victoires et un tournoi à Lomé qui a été positif, même si on n'a pas remporté la coupe, et une autre mise au vert à Nouakchott, à Mauritanie, qui s'est très bien passée. Peut-être qu'on s'est laissé un peu endormir, éventuellement, je dis encore peut-être. Mais je crois que plus sérieusement, les jeunes ont été à des moments cruciaux crispés. Ils ont été crispés, ils ont été tétanisés par l'enjeu. Il y avait tellement le Graal, j'allais dire, qui s'offrait à eux. Ils se disaient qu'il suffit qu'on gagne pour qu'on parte à la Coupe du Monde. Cela a beaucoup pesé sur eux, je crois. Et à un moment, les nerfs n'ont vraiment pas tenu pour effectivement sécuriser ces victoires. Donc, je pense que c'est surtout à ce niveau que nous avons péché, parce que nous constituons un groupe, autant les joueurs, le staff technique, les encadreurs que les dirigeants, nous constituons un groupe. Et on a péché sur ce plan. Ça, c'est vraiment ma modeste personne qui essaie de comprendre ce qui s'est passé. Mais après, encore une fois, nous sommes en train de mener toutes les réflexions pour que lucidement, nous tirons le bilan sans faillir et sans faiblesse, afin vraiment d'éviter ce genre de mésaventures. Et donc, Suleiman, vous étiez sur ce plateau, vous avez lancé un appel au public vraiment de faire le plein du stade Sénégal, et ce fut le cas. Et aujourd'hui, donc, quel est votre message en droit de ce public qui a répondu à votre appel? C'est pour ça que j'avais commencé tout d'abord en présentant nos excuses à la nation, parce que le public a fait tout ce qu'il fallait. Franchement, moi j'étais ému quand je regardais les gradins du stade Sénégal, quand le MENA jouait. J'étais ému parce que ça fait longtemps on n'a pas vu le stade Sénégal aussi plein, surtout pour des catégories dites inférieures comme les U20. Donc c'est un grand chapeau, comme l'a dit Ibrahim Tikere dans son papier, dans son élément. C'est vraiment un grand chapeau. Franchement, le public est à féliciter. Il a fait tout ce qu'il fallait, toute sa contribution qu'il fallait amener, qu'il fallait donner pour jouer son rôle, le 12e homme, il l'a fait. Malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur. C'est pour ça, encore une fois, qu'on leur dit vraiment grand merci à eux de ne pas baisser les bras. Le Nigérien est un gagneur. Le Nigérien a l'esprit combatif. Et on peut être dessus, c'est normal. On peut tituber, on peut trébucher, on peut même tomber, mettre un genou à terre. Mais il faut se relever. Il faut se relever parce que pour nous, cette canne, elle est déjà derrière nous. Il y a d'autres échéances qui arrivent. Vous savez, en football, ce qu'il y a de bien moralement, c'est que, comme je le dis souvent, le soleil ne se couche jamais sur la planète football. Une compétition finie, une autre commence. Ainsi de suite, la vie se poursuit. Donc, maintenant, nous faisons cap vers d'autres échéances qui vont nous permettre d'oublier rapidement, en tirant toutes les leçons, en capitalisant de nos erreurs qu'on a pu faire pendant cette CAN, et pour vraiment donner un meilleur espoir à ce. Je crois que ce n'est pas la moindre de victoire de ces jeunes-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas pu se qualifier, mais ils ont sémé quelque chose de très 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 important, de très utile. C'est que actuellement, partout, au sein même de ce public, malgré sa déception, il sait que ces jeunes ont du talent. Il sait que ces jeunes ont de l'avenir. Et tout le monde est en train d'implorer la fédération et les autorités afin que ce groupe-là soit gardé.
qu'il soit gardé et que l'on ne tombe pas dans nos faiblesses habituelles de faire table rase du passé et d'oublier vraiment tout ce qui s'est passé auparavant. Il faudra garder ce groupe, continuer à travailler avec lui afin qu'il constitue le noyau vraiment de notre future sélection A. Oui, justement, il faudra garder cette équipe à votre niveau, au niveau de la Fédération nigérienne de football et au niveau du ministère et au-delà de tous les concernés. Qu'est-ce qui est en train d'être fait effectivement pour essayer de garder cette vraiment équipe? Oui, vous savez, comme je le disais tantôt, la CAN U20 elle est terminée pour le Niger, mais la CAN se poursuit. La finale c'est le dimanche prochain, le 17 février, Inch'Allah. Mais juste après, un mois après, nous avons les éliminatoires de la CAN U23, qui elle-même est qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui vont reprendre. Dans moins de 40 jours, on sera face à la Côte d'Ivoire. Et après la Côte d'Ivoire, il y aura un autre tour contre le vainqueur du match Guinée-Sénégal. Ces jeunes, je crois qu'il y a de la matière quand même en eux. Ils ont fait leurs preuves et on peut compter sur eux pour vraiment relever le flambeau. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, ils ont éliminé leur homologue du Burkina Faso pour se qualifier contre la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, c'est ce qui nous tient à cœur. C'est vrai qu'il y a la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, mais là, comme vous le savez, il n'y a aucun espoir. C'est juste une formalité qu'il faut remplir au niveau des seniors, au niveau de l'équipe A. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment ces qualificatifs pour la CAN U23 contre la Côte d'Ivoire. Donc rapidement, évidemment, on va les libérer pour qu'ils respirent un peu, pour qu'ils reprennent, mais très rapidement, juste quelques jours, il faudra encore les regrouper. Ils vont retrouver leur club pour jouer le championnat, ils vont avoir encore de la compétition, mais après, il faudra les regrouper pour préparer cette échéance contre la Côte d'Ivoire. Oui, monsieur Suleiman, parlons maintenant en général de l'organisation de cette CAN. Si on peut faire un petit bilan à mi-parcours, et quel serait ce bilan? Oui, je crois que pour l'instant, franchement, le bilan est positif. C'est vrai qu'au début, il y a eu des soucis. C'est tout à fait normal. On lançait la compétition, il y avait des choses qui n'étaient pas au point, il y avait l'organisation qui titubait, qui tâtonnait un peu. Mais vraiment, après 48 heures, 72 heures, tout est reparti. Et ce matin même, on a eu une réunion de débriefing, de coordination avec la Confédération africaine de football, où ils nous ont félicité, ils nous ont dit que franchement, depuis une semaine, il y a eu un progrès extraordinaire dans l'organisation. Vous savez, c'est quand même une organisation qui est assez lourde. Vous avez 8 pays. Vous avez des officiels, près d'une centaine d'officiels. Vous avez des hommes venus de divers horizons. Il faut organiser tout au niveau de l'hébergement, au niveau de la restauration, au niveau du transport urbain, interurbain, au niveau du transport aérien entre Niamey et Maradi. Il fallait vraiment mettre en place un système infaillible pour que les gens ne se plaignent pas. Donc au début, il y a eu des plaintes, je l'avoue, mais c'était tout à fait normal, ça a lancé la compétition, mais après, vraiment tout était comme sur des roulettes, et il y a eu des problèmes aussi au niveau des entrées, mais je pense que tout est réglé pour l'instant, et franchement, même au niveau de la CAF, on nous remercie, et beaucoup ont pensé même que la situation allait être pire, et ils nous ont dit qu'ils sont agréablement surpris, ils ont vu que les Nigériens, quand même, ont fait le maximum pour être à la hauteur, c'est le cas actuellement. Il reste juste une dernière semaine, qui est décisive, parce que vous avez les 2 demi-finales et la finale, sans oublier le match de classement, pour que cette CAN s'achève. Mais je crois que franchement le plus dur est derrière nous et l'organisation est quand même bien lancée. Et il faut quand même rappeler que nous avons quand même une certaine expérience avec la CAN U17 qu'on a organisée il y a 4 ans, mais aussi le pays qui a quand même une certaine tradition d'organisation d'événements sportifs tels que les Jeux de la Francophonie, mais les Jeux de la Saint-Sade. Il y avait également les éliminatoires de la CAN U17 UFOA-B en septembre dernier. Donc je pense que cette expérience a servi pour être à la hauteur de l'événement. Oui, donc M. Silman, la CAN continue avec la deuxième phase qui va débuter, notamment avec les demi-finales. Et vous n'allez pas vous fatiguer, j'imagine. Oui. Encore un message à l'endroit à l'endroit de la population du public. Il a été vraiment formidable. Je le dis, je le répète, je ne le dirai jamais assez. Il a été vraiment formidable et on ne peut souhaiter que le Tout-Puissant le récompense à la hauteur de leur sacrifice et qu'il continue. C'est vrai qu'il est déçu, mais je pense que là maintenant nous avons digéré la défaite et il faudra reprendre le chemin des stades pour voir du beau jeu parce que aussi bien à Niamey comme à Maradi, les stades étaient pleins. Et franchement, moi j'ai vu un observateur averti
un observateur averti de la scène africaine. Il m'a fait une confidence, il m'a dit, ça fait la 5e CAN U20 à laquelle je participe, je n'ai jamais vu un tel engouement populaire, aussi bien à Maradi qu'à Niamey. Vraiment chapeau encore à ce public nigérien de Maradi et de Niamey qui a fait le déplacement des stades. Et celui de Maradi est encore plus méritoire parce que là-bas le Niger ne jouait pas. En dépit de l'absence du MENA à Maradi, le public venait au stade régional de Maradi pour supporter le Sénégal, supporter le Burkina, le Mali, le Ghana, etc. Donc cette même dynamique, il faut la maintenir. C'est vrai que le Niger n'est plus là, c'est dommage, mais il faut être fort mentalement. Comme je l'ai dit, il faut déjà oublier ce faux pas en tirant les leçons. Maintenant, il faut repartir au stade. Le mercredi, déjà, nous avons 2 belles demi-finales. Vraiment, deux belles demi-finales avec 4 nations qui vont représenter l'Afrique au prochain mondial. Vous avez un match Mali-Nigeria à partir de 16h30, le mercredi, le 13. Et juste après, à 19h30, un autre choc intéressant entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Donc, vraiment, ce sont des matchs très, très intéressants. Je sais que le public nigérien est très connaisseur et il fera le déplacement pour supporter ces jeunes Africains, ces talents africains, vraiment à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Espérons que cet appel soit entendu par le public nigérien. Mohamed, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Et merci d'avoir accepté notre invitation et espérons se retrouver encore pour faire le bilan global de cette 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des juniors, donc U20 total 2019. Tout le plaisir était pour moi, merci également. Ok, donc c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.